Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai l'honneur, l'avantage et le plaisir d'ailleurs de présenter avec monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alex, musique à mes oreilles. Musique à mes oreilles, c'est joli ce que tu dis, c'est poétique. Je vous rappelle que le Garage, c'est désormais une nouvelle émission chaque semaine, le mercredi à 21h, et que vous pouvez nous retrouver 24h sur 24 sur le site watch.tv, ainsi qu'en podcast sur iTunes. C'est gratuit. Vous nous suivez et réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Au sommaire, cette semaine, 3 voitures à l'essai, la toute nouvelle Audi Q2, l'ultra sportive McLaren 540C et l'étonnante Seat Leon Cupra que nous avons pu emmener sur un circuit 24 à l'échelle 1, si on peut dire. Vous allez voir ça en toute fin d'émission. Avec nous pour en parler cette semaine, nos précieux camarades qui nous honorent de leur expertise et analyse, à commencer par Nico Edet. Salut Nico. Salut Alex. Ça va bien ? Ah, ça va très très bien. Tu découvres le studio ? Ouais, c'est très joli. C'est très joli. Les tons sont sympas, on est bien installés, on a de la place, on a plus de place qu'avant. C'est vrai. Ouais. Et l'ami Damien Relière que vous connaissez également, voiture.com. Salut Damien. Bonjour à tous. Et toi aussi tu découvres, merci de nous très rejoindre sympa. ici. Mais par contre, attention de ne pas nous survendre quand même. Ouais. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes, à tout de suite. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Après le Q7, le Q5, le Q3, vous attendez évidemment ce que je vous parle de Q. Et non, ça Elle était facile, elle était facile. Hein. Ouais, j'aurais pas fait mieux. T'aurais pas fait. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Voilà, dévoilé au Salon de Genève cette année, le Audi Q2 arrive en concession et nous l'avons essayé. Voilà, je suis avec Mathieu Turel du Parisien. Salut Mathieu. Salut. Mathieu, on essaye cet Audi Q2. Alors Audi, l'Audi inclassable, c'est un SUV. Ouais, inclassable, c'est vrai que c'est quand même un SUV. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même le segment qui cartonne. C'est 25% des ventes de véhicules neufs. Et donc Audi se devait d'être sur ce segment des SUV compacts. Alors on est sur le segment du Captur du 2008. Ouais. Pour Audi, le concurrent naturel, ce serait plus le Mini. Ouais, Mini Countryman, je crois que c'est d'ailleurs le seul SUV compact premium. C'est ça. Alors ce SUV, donc, moi il me fait un peu penser à une Polo dans son gabarit. C'est quoi ? C'est 4m10, 4m20. Ouais. Donc effectivement c'est compact. Alors la chose qui m'a surpris le plus, et toi je crois que c'est pareil après les premiers tours du volant, c'est à la fois un réel confort dans l'amortissement tout en ayant une bonne rigueur. Ouais, c'est très difficile d'arriver au juste équilibre. Et là, Audi a réussi, hein, parce que Audi c'est quand même c'est haut de gamme, donc on doit avoir des prestations haut de gamme, on doit avoir du confort, mais en même temps on doit avoir un peu de dynamisme. Et là, Audi a réussi la synthèse parfaite. Alors on essaye aujourd'hui le TFSI 150 chevaux, c'est un 4 cylindres essence. Oui, mais qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il peut désactiver 2 cylindres. Voilà, 2 cylindres sur 4 lorsque le moteur n'est pas trop en charge, ce qui est le cas d'ailleurs au moment où je vous parle. Alors ça c'est quasiment imperceptible, on va ressentir voilà, une légère vibration différente au niveau du moteur, c'est normal, il n'y a plus que 2 cylindres sur 4 qui fonctionnent, mais honnêtement c'est imperceptible et surtout c'est un avantage, c'est que ça va permettre d'économiser quelques... de carburant. Voilà, entre un demi-litre et 1 litre au 100 en fonction des conditions de conduite. Donc c'est plutôt efficace, c'est pas nouveau. C'est imperceptible, hein, voilà. c'est imperceptible, ça passe vraiment de l'un à l'autre sans se rendre compte. Hein. Tout à fait. Alors, le Q2 sera également disponible avec un petit moteur diesel 116 chevaux et un plus gros 190 chevaux. Entre les deux, au lancement, rien. Rien. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Audi explique que quasiment 50% des acheteurs maintenant vont prendre un essence. Absolument. Et c'est vrai que, alors ça c'est une petite cuisine interne, mais il y a encore 2-3 ans on nous aurait dit pour le lancement on n'a que des versions essence, ça aurait fait rigoler tout le monde. Aujourd'hui c'est crédible. Ouais. Bon alors l'intérieur il est made in Audi, hein. Classique. Alors, très classique, très bien assemblé. Malgré tout, moi il y a un petit truc qui m'a un poil chagriné. C'est ce petit aérateur qui ressemble beaucoup à celui de l'Audi A3 avec le côté pivotant et le petit cliquetis.
mais il est moins bien assemblé que sur une A3, il y a un peu de jeu. Et alors, figure-toi qu'on a entendu quelques vibrations en passant sur les routes. Et oui, c'est assez étonnant, parce que normalement, voilà, tout doit être parfait, on ne doit rien entendre. Voilà, le petit grillon, on ne doit jamais l'avoir dans une Audi. Et là, moi j'en ai entendu un mais petit. qu'à gauche, qu'à gauche. J'ai essayé à droite, il n'y était pas. Bon, on va dire que c'est une pré-série. Alors, on va embrayer et finir sur le tarif. C'est Audi. Tarif de base 26 500 € avec le petit diesel. Là actuellement on essaye la version design luxe qui est à 35 000 € tarif d'accès en essence. Comment ça faire, hein? Et on est sur cette version à boîte automatique, enfin boîte à double embrayage S-tronique à 37 500 €. C'est beaucoup quand même pour un petit gabarit. Hein. Ouais, mais c'est du premium. C'est du premium. Voilà, tiens, je vais commencer par toi, Damien. C'est du premium, ce Q2? Ah, carrément, et c'est presque le seul, on va dire, en attendant le renouvellement du Mini Countryman. On en a parlé la semaine dernière, effectivement, du Countryman qui a été présenté à Los Angeles. Oui, c'est le seul, parce que le segment naturel du Q2, c'est Capture 2008. Sauf que ces produits-là peuvent Capture et Peugeot 2008. Hein. Et Peugeot. Renault Capture, si tu veux aller au bout des choses. Soyons précis. Sauf que voilà, on peut pas vraiment les mettre en face en concession. Le client Capture ou Peugeot va pas forcément aller vers Audi et vice-versa surtout. Non, bon, déjà, il y a les prix où il y a vraiment un écart important, mais il y a un écart surtout important au niveau des prestations. Et au niveau de la technologie embarquée, la concurrence, il y a beaucoup de concurrence sur le marché, mais elle ne peut pas rivaliser en termes de finition et même presque de motorisation, puisqu'on a un catalogue qui est quand même très large. Non, le Q2, c'est vraiment une belle proposition premium. Il est au sommet de la catégorie. Et si on parle d'un Countryman, par contre, est-ce qu'on est... alors le nouveau, justement, a quand même progressé a priori, notamment en habitabilité, il est énorme par rapport au précédent. Est-ce que... Là, pour le coup, toi, personne l'a vu. Je pense que ce sera le seul réel concurrent direct, non? Pour le coup. Oui, et puis on se retrouve finalement à mi-chemin entre ces crossovers citadins et ces crossovers compacts. Il faut voir le Q2 pas comme le crossover de l'Audi, dérivé de l'Audi A1, mais plutôt comme dérivé de l'Audi A3 finalement. Oui, c'est ça. Ouais, carrément, parce qu'effectivement, en termes de gabarit, il est très proche de l'Audi A3, un tout petit peu plus grand. Par contre, il est plus petit que le Q3. Oui. Le Q3, du coup, on pensait que c'était le SUV de l'A3, mais non, ça va être le SUV intermédiaire, en attendant un possible Q4. Oui, et ce Q2, finalement, il obligerait presque Audi à repositionner le futur Q3, parce qu'il est vraiment très proche. Bon, il y a un écart de prix quand même pas négligeable, mais le volume du coffre et l'habitabilité sont quand même assez proches. C'est vrai. Driss? C'est vrai qu'au niveau habitabilité, on a été étonné par le Q2. De dehors, il ne fait pas si massif. Ce qu'on a fait lors de l'essai, c'est qu'on a fait monter quelqu'un qui faisait 1m90 à l'arrière, un gabarit musculeux comme Nico. C'est pas moi, hein. C'est pas le coup. Et pour le coup, il avait de la place. Hein. Alors que, bon, écoute, c'est vrai que de dehors, comme je disais, Ouais, alors de l'extérieur, moi, ce compact, que je dis dans le sujet, c'est qu'il fait penser un peu à une Polo, et notamment à cause des feux arrière qui sont assez proches. Mais c'est vrai que le gabarit intérieur, c'est quand même beaucoup plus habitable qu'une Polo. Oui, nettement, surtout à l'arrière. Et puis, il y a ce coffre qui fait 400... Oui, j'ai pu le mettre. Un peu plus de 400 litres, ouais. Ce qui est supérieur à une compacte de type A3 qui est à 380 litres, par exemple. Ouais. Alors, on l'a vu, les tarifs, c'est Audi, ça démarre à 26 000 avec un petit diesel de 116 chevaux. Nous, on avait essayé, là, dans l'essai qu'on a vu, la version TFSI, donc essence de 150 chevaux. Toi, tu l'as trouvé un petit peu limite. Je sais pas, c'est peut-être une impression où la voiture avait peu de kilomètres, donc pas rodée, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu en retrait par rapport à une A3, par exemple. Voilà, c'est pour citer l'A3 encore une fois, mais peut-être que les prestations de dynamique étaient peut-être pas au rendez-vous de ce qu'on attendait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, enfin étonnant, oui et non, c'est que Audi prévoit de vendre quand même beaucoup d'essence sur ce produit. Et au lancement, en diesel, en France, il y aura l'écart sera comblé plus tard, mais il y a ce modèle de 116 chevaux dont on a parlé, et puis un 190 chevaux, mais entre les deux, c'est-à-dire, on va dire dans le cœur du marché, autour de 140-150 chevaux, il n'y a pas.
Va y avoir. Va y avoir, Voilà, mais va au y lancement, il n'y a pas. 150 Non, chevaux. au lancement, non, il n'y aura pas. Et après, par contre, ce qui est sympa pour le client, c'est qu'il y aura vraiment un parallèle entre la gamme essence et la gamme diesel, 116, 150, Ouais, 190. ça sera effectivement. Mais il va falloir compter une bonne année avant que tous les modèles soient disponibles. Absolument. Driss, le spécialiste Est Techno, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce Q3 ? Bah, je serais tenté de te dire, regarde les émissions précédentes, hein. Parce qu'on en a déjà Eh oui. parlé. En gros, ça reprend l'équipement qui a été introduit avec le Q7, qu'on a retrouvé aussi, qu'il y avait sur le TT, qu'il y a sur la 4. Alors Donc, j'imagine que tu fais référence au Virtual Cockpit. Il faut savoir que sur le Q3, quelle que soit la version, c'est une option. Il sera Ouais. jamais de série. C'est cher dans le Q3 on J'ai sait pas je me souviens pas du tarif, mais C'est pas très cher. C'est aux alentours de 4 à 500 Ouais, euros. c'est pas à excessif. condition d'avoir d'avoir le déjà. système MMI, la finition qui va bien, Ouais, Voilà. ce qui va avec, la ouais. navigation la plus haut de gamme. Là, le modèle qu'on essayait, on en parlait, est à 35 000 euros hors option et hors boîte DSG. On grimpe déjà à 37 000 et des boîtes avec la boîte DSG. Si on rajoute les options, j'ai envie de dire obligatoires, on va évidemment dépasser les 40 000. C'est quand même, c'est beaucoup pour un petit véhicule 4 cylindres. Hein. Ça peut paraître beaucoup. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la clientèle Audi, elle met en moyenne 40 000 euros dans une A3. C'est les tarifs. Et elle achète massivement les finitions les plus haut de gamme. Donc pour la sachant clientèle qu'il y a Audi, c'est pas choquant. Sachant que je rebondis à nouveau sur Mini, c'est que si on regarde un Countryman, même celui qui est encore sur le marché avant la nouvelle génération, si on l'équipe complètement, une version Cooper S et tout, ça, je sais de quoi tu parles, on dépasse allègrement les 40 000. C'est pas extraordinaire, hein, on en croise plein les rues en fait, hein, finalement. Donc ça n'a rien d'étonnant. On est sur le même type de clientèle, je pense. Voilà, donc un produit globalement convaincant, bien que le prix soit très élevé. On va changer de sujet. La famille Sport Series de McLaren s'agrandit. Après la 570S et la 570 GT, voici la petite 540C, petite entre guillemets. La moins chère de McLaren est-elle une sportive au rabais ? Je vous propose de regarder ce premier contact et d'en discuter ensuite avec notre docteur McLaren que tu es, Nicolas. Absolument. On regarde. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance d'essayer pour vous la McLaren 540C. C'est le petit bébé de la famille Sport Series chez McLaren qui compte déjà la 570S et la 570 GT. La 540C, elle se distingue par 30 chevaux de moins, un peu moins de carbone sur la carrosserie, un intérieur un petit peu plus dépouillé, mais on va voir tout de suite si les sensations sont quand même au rendez-vous. Alors déjà, ce qu'on remarque immédiatement quand on s'installe à bord de cette McLaren, c'est qu'elle est ultra confortable. Alors certes, c'est étriqué, on est assis bas, il faut s'allonger pour rentrer dedans, il faut simplement pas avoir mal au dos, mais une fois qu'on est dedans, c'est ultra confortable. La deuxième chose, c'est que même si on est dans une McLaren d'entrée de gamme, entre guillemets, on a vraiment tout l'univers de McLaren au bout des doigts. Ça commence par un volant sport à mes plats qui est vraiment sympa avec les palettes derrière. Les palettes qui ont une ergonomie qui est assez bien pensée parce qu'on peut sur la même palette monter et descendre, il suffit d'appuyer ou de tirer. Et ça, c'est pas commun. La deuxième chose, c'est cette console centrale avec les boutons pour la boîte de vitesse, hein, drive, neutre, marche arrière. Il n'y a pas de parking, il suffit simplement de tirer sur le frein à main qui se trouve lui à gauche du volant, il n'y a pas de risque de se tromper. Et puis il y a les petites manettes là qui permettent de choisir le mode de conduite entre normal, sport ou track et jouer sur les différents réglages de suspension. L'instrumentation, elle se compose d'un grand écran numérique, un face conducteur avec un gros contour au centre, les températures d'eau et d'huile à droite également, et puis sur la console centrale, un écran tactile qui sert à la navigation, au multimédia. Il est un petit peu daté, c'est vrai, mais il répond quand même très bien. Alors là, juste derrière moi, dans le compartiment, on va trouver le V8 biturbo. Donc il a été dégonflé à 540 chevaux. N'empêche qu'ils sont bien là, ça pousse. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que sur cette McLaren, comme sur les autres, quand on est en ville, ça se conduit sur un filet de gaz. Il faut vraiment pousser la pédale au fond pour là avoir, comme on dit, une deuxième couche et entrer dans le mode de conduite sportif où là on se prend un coup de pied aux fesses. On fait le 0 à 100 en un peu moins de 4 secondes. Il y a largement de quoi s'amuser.
Alors il y a une chose à dire sur la position de conduite, c'est que on rentre d'abord là-dedans comme dans une chaussette. Hein. Une fois que le pied droit est calé à droite, on a juste la pédale de frein dans l'axe. Par contre, pour le pied gauche, il y a très peu de dégagement sur la gauche, on est quasiment collé à la pédale de frein. Alors ça surprend un petit peu au départ, mais il suffit de savoir qu'il ne faut pas bouger le pied et tout se passe bien. Alors au niveau des tarifs, là, cette McLaren 540C démarre à 150 000 €, je vous l'ai dit, c'est 30 000 € moins cher à peu près que la 570S, qui elle est la version donc supérieure en puissance et en finition. Elle est un petit peu plus légère, 7 kg d'écart hein, seulement. Quand on veut une petite GT, qu'on manque un tout petit peu de moyens, mais vraiment un petit peu un chouïa, si on a envie de la conduire tous les jours en ville, parce que c'est possible, c'est fait pour, franchement, il n'y a pas à hésiter, c'est vraiment une super voiture. La McLaren du pauvre. Ouais, je suis pas tout à fait certain qu'on puisse dire ça, Nico. On va pas parler de pauvreté sur ce coup-là. Parce non, que, alors, petite correction d'ailleurs, problème. on est plus proche des 160 000 que des 150 000 que, oui, alors on est plus à que j'évoque dans le sujet. Ouais, ils sont désolés, hein, ils ont augmenté de 10 000 entre-temps. Non, c'est pas vrai, en fait, on n'avait pas les tarifs, on avait les tarifs UK, mais pas les tarifs France, du coup. Donc, oui, puis il faut rajouter le malus, hein, faut y penser quand même. Oui, il y a un petit malus dessus. Voilà. Mais c'est normal. Commandez-la avant la fin de l'année, vous payerez 2 000 € de moins en super malus. Ouais, c'est ça. Vous pourrez prendre une petite option. Nico, toi, alors bon, t'aimes beaucoup les McLaren, t'en as essayé beaucoup dernièrement. Oui. Comment tu la positionnes cette 540C? Moi, j'ai pas essayé la S, j'ai essayé la GT. Oui. Bon, c'est un peu différent en gabarit et en prestation, mais par rapport à la GT justement. Bah, la GT, on l'a définie. Je voulais dire à la S, mais bon, parlons de la GT. Commençons par la GT. Alors c'est vrai qu'elle se ressemble un petit peu. Hein, faut être honnête entre la 540 et. Alors pardon, si je prends la S et la 540. Hein, donc on a vraiment le même look extérieur, sauf faut avoir l'œil. Faut avoir l'œil. Alors il y a un peu moins de carbone, de détails en carbone. Il y en a d'ailleurs quasiment pas sur la 540C, alors qu'il y en a sur la S. La S coûte quand même 20 000 € de plus. Il y a des freins en céramique. Il y a pas mal d'éléments en plus. Hein, la direction est différente. Si on passe de l'une à l'autre, en fait, quand on les voit, on n'a pas l'impression qu'elles changent des masses. Mais quand on passe de l'une à l'autre, là, il y a une grosse différence. Il y en a une, la 540C, c'est une voiture entre guillemets d'entrée de gamme, mais on peut même pas dire ça. Elle permet de rouler tous les jours, elle est relativement confortable quand même. C'est compliqué de dire que c'est une entrée de gamme. Et oui. La 570S, c'est pour aller sur la piste. C'est-à-dire que c'est un peu comme GT3 chez Porsche. On va sur la piste avec pour s'éclater. Alors que la GT, on a ce fameux coffre à l'arrière dans la bulle là, qui permet de rajouter quand même pas mal de bagages. Hein. J'avais fait un test une fois, on peut en mettre pas mal, c'est assez étonnant. Et puis c'est plus confortable, c'est plus luxueux. Plus facile d'accès. Plus facile d'accès. Enfin, ouais, voilà, on est à peu près pareil sur les trois hein, en termes d'accès, mais parce que c'est la même base, hein, si tu veux, mais par contre, on a vraiment trois définitions de la supercar, entre guillemets, quoi, avec chaque fois 20 000 € d'écart, quand même, ce qui n'est pas rien. Et alors, en termes de prestations routières au volant, la 540C, elle est un petit peu moins affûtée. Alors, elle fait elle met malheureusement 3 secondes 5 sur le 0 à 100. C'est vrai que c'est moche. Les autres sont un peu plus bas. C'est-à-dire que, voilà. Mais. Enfin, on sent pas, franchement, la différence pure et dure. C'est vrai qu'il faut vraiment passer de l'une à l'autre, prendre une S entre les mains et se rendre compte là, oui, c'est plus ferme, c'est plus efficace, c'est plus affûté, ça marche un poil mieux, ça fait pas le même son non plus d'ailleurs, parce qu'ils ont travaillé un peu plus l'échappement sur la version S. Et effectivement, cette différence de chevaux qui est pas extraordinaire, on la ressent pas énormément, plus au niveau du couple, à la limite qu'on va ressentir les choses, ça tu l'as remarqué, mais voilà, ça reste relativement proche et on n'a pas à se sentir minable au volant d'une 540C aujourd'hui, quoi. Ça reste une voiture sportive et une supercar. La presse a l'air assez unanime là-dessus, effectivement. Et moi, j'avais vu un papier qui m'avait intéressé, c'était sur le site internet de Top Gear UK, qui avait pris en avant-première, qui avait comparé la 540C avec la S, et qui ne trouvait même pas de différence en performance pure, c'est-à-dire en accélération, ils arrivaient à aller au 10e près au même chiffre. C'est pas loin. En vitesse de pointe, c'était vraiment, fallait couper les cheveux en quatre pour trouver la différence. Voilà, donc qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui à prendre une ES à part si on est un pistard, quoi. Bah, c'est vraiment faut être pistard, à mon sens. Hein. C'est-à-dire que tu vas avoir justement, comme je disais, des freins en céramique qui vont te permettre d'avoir un peu de freinage. Déjà, on le sent au freinage. Hein. C'est-à-dire que on a des gros freins hein, sur la 540C, mais c'est des freins classiques. Hein. Alors que l'autre, on attend que ça chauffe un peu, et c'est vrai que la S a beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de mordant en termes de freinage, donc ça marche mieux en piste, forcément. Et puis c'est vrai que sur la durée de vie, hein, on aura une voiture qui permettra justement de faire le fou sur circuit, alors que l'autre, c'est une voiture pour rouler tous les jours, entre guillemets, quoi.
Qu'est-ce qui manque à cette gamme Sport Series? Parce que là, il y a 3 déclinaisons qui ont finalement chacune une identité assez propre, même si elles se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qui manque? Un cabriolet, un break. Un break, alors ça, je pense pas que ce soit forcément dans les... Pourquoi pas, hein, on est bien, on est en Angleterre. Une version 4 places, type pour aller s'amuser contre une c'est vrai Panamera ou une ça n'existe pas chez Ferrari McLaren. FF. Alors, a priori, on aura des versions Roadster, Spider, qui vont sortir l'année prochaine sur la gamme Sport Series. Ça va arriver tout doucement, sauf, je pense, pour la GT, parce que forcément, il n'y aura plus de club, donc plus d'intérêt réel sur la voiture. Absolument. Mais par contre, une 4 places, une grosse GT chez McLaren, ce serait bien. Ouais. Voilà, après, il y a des rumeurs en ce moment sur une 3 places, héritière de la F1, des années 90. Mais bon, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Ce serait une 3 places, mais au niveau P1, donc un truc qui serait limité à 50 ou 100 exemplaires dans le monde et 2 millions de pounds. Enfin, un truc, voilà, vraiment à part. Il y a un conducteur assis au centre ou je sais, ça, là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos là-dessus. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il n'y aura jamais de SUV. Ce qu'il nous avait annoncé lors d'une présentation. On ne fera pas de SUV. Alors ce qui est sûr, alors, moi, ce que je sais en tout cas de mon entourage, c'est que McLaren, il y a 15 nouveautés d'ici à 2022, ce qui n'est pas rien. Alors, nouveauté, ça peut être renouvellement de gamme aussi, hein, parce que 650, il y a un cycle de vie, on sait que ça risque de bouger. Mais 15 nouveautés, c'est quand même pas mal. Bien, messieurs, alors chez Seat, on va rester un peu dans les sportives, mais un petit degré en dessous quand même. Depuis 25 ans chez Seat, donc les sportives s'appellent Cupra pour Cup Racer. Alors pour fêter ce bel anniversaire, nous avons emmené la déclinaison sportive de la compacte Leon sur l'une des plus belles routes du monde que je vous laisse découvrir maintenant. Bon, allez. Bon messieurs, c'est où on est là? Ouais. Un peu. On est en haut de la Transfagarasan. Cette route construite par Ceausescu en Roumanie. Il l'a fait construire. Il l'a fait construire. Je pense pas qu'il ait jamais touché une pelle de sa vie. Non. Enfin, sauf à la fin, mais et encore, c'est pas lui qui est. Il a pris la pelle. Bref, on est à bord d'une Seat Leon Cupra. C'est la version ultra sportive de la Leon, la compacte. On est dans la 5 portes, elle existe en 3 carrosseries, coupé, break et 5 portes. La Leon la plus puissante. La Leon la plus puissante, la Seat la plus puissante. La plus puissante aussi, surtout, Maurice. Enfin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire cette route qui est qualifiée comme étant l'une des plus belles du monde. Mais on va pas faire que ça, Driss. Je te propose un petit défi. Ouais, je vais essayer pendant que tu manies aisément le volant de dessiner. Qu'est-ce que tu veux que je te dessine? T'as un iPad entre les mains. Je propose que tu nous dessines une Leon Cupra, tiens. Tu le fais bien, hein. Ouais, je vais essayer. Avec de gamin, le paysage autour, les enfants qui courent, enfin, tu vois, bien, tout, quoi. Les moutons, tu fais voilà, bien une Leon Cupra, quoi. Inspiré, tu vois. Ok. Allons-y. Qu'on revienne pas avec rien. Moi, je suis arrimé derrière, c'est bon. T'es arrivé derrière? Ouais. Bon. Allez. Pendant ce temps-là, on va vous décrire un petit peu ce qu'on ressent dans la voiture. C'est parti. Ce qu'on ressent, c'est que ça bouge. Alors, ouais. C'est vrai qu'à l'arrière, on ressent un peu plus les choses qu'à l'avant. Pour reconnaître. On est bien baladé. Donc on a là un moteur 2 litres turbo, 290 chevaux. Là, il est accouplé à la boîte méca. Sincèrement, elle est super bien cette boîte. On peut tout faire en troisième sur ce genre de circuit, de route enlacée comme ça. C'est très souple, ça reprend très bas, il y a beaucoup de couple. En plus qu'avec ce moteur, tu peux rester en troisième la plupart du temps. C'est exactement ça. T'en es où toi de ton dessin? Ça avance, écoute, c'est joli. Mon Dieu. Mais attends, mais franchement. T'es pas designer, hein? Non, je crois que dans un an, ton fils, tu feras ça hein, quand même. Ouais. Allez, on va revenir sur la voiture. Nico, toi, t'as essayé la version coupée avec la boîte DSG? Boîte DSG, bon, la boîte DSG, on la connaît, hein, elle est très efficace cette boîte. Moi, je la trouve très très bien. La boîte, rien à dire. Elle est très réactive. Elle obéit à ce qu'on lui demande de faire, ça c'est important dans ce type de voiture. On a quand même 290 chevaux et un véritable outil en fait pour la route. Je trouve qu'elle est. Moi, ce qui m'étonne en fait sur cette voiture, c'est que Seat a fait une voiture, une sportive assez complète. C'est-à-dire
elle est hyper efficace au niveau du train avant. Je trouve je veux dire, la puissance, le couple est vraiment bien Voilà, on peut commencer à remettre les gaz alors que le volant est encore braqué, sans que la voiture soit trop à la peine, quoi. Tout à fait. Alors moi, l'autre aspect intéressant de cette voiture, en fait, de la Leon, c'est que c'est la suspension pilotée. Alors là, on est en mode Cupra, donc très raide. Je le sens plutôt bien à l'arrière d'ailleurs. Je suis bien secoué. Mais justement, en venant au mode confort, on a une voiture qui finalement est beaucoup plus homogène et on peut rouler en ville sans être trop secoué. On a une voiture qui est presque confortable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ses concurrentes. Je pense à la Mégane RS par exemple de chez Renault, qui reste quand même un bout de bois en zone urbaine. Là, on a une voiture qui est un peu plus polyvalente et qui du coup est plus agréable. Bon, les enfants, on l'achète ou pas? Carrément, oui. Moi, je l'achète, Sans hésiter. Ouais. sans problème. J'achète la route aussi, parce que c'est quand même quand même une route mythique ici, et juste pour jouer avec, pour jouer éventuellement avec d'autres voitures d'ailleurs. C'est le circuit 24 grandeur nature. Ouais. Sincèrement, si vous avez une voiture sportive ou pas, même d'ailleurs, c'est quelque chose à faire. C'est un petit peu loin de la France, mais ça peut se faire en voiture aussi. On traverse l'Europe. Et franchement, c'est un pied total. Puis la Roumanie, c'est des paysans. Voilà. Ouais. Allez, ciao. T'achètes la route, Nicolas Ceausescu? J'achète tout. Non, mais j'achète aussi la voiture, surtout. Ouais, on a quand même le dessin de Driss qui est là. Oui. Voilà, Alors, je vous propose de. On va peut-être le mettre aux enchères d'ailleurs. Je sais pas si on peut le voir à l'image. Ouais. Ça sur eBay. Je tiens à signaler un truc, je vais regarder la caméra parce que je vais parler à ton fils Wesley dans quelques années, tu verras ces images. Ne fais jamais ça. Je sais que tu seras meilleur en dessin, je sais que tu es bon, tu es un joli garçon et tu feras mieux que ton père, ça on le sait. Voilà. Bon, juste une petite précision parce que la nouvelle Leon du coup sort, version facelift sort ces jours-ci. La prochaine Cupra va gagner 10 chevaux. Il y aura même une version 4 roues motrices sur le break. Ce sera l'occasion de refaire des belles images. Peut-être pas sur la Transfagara Hassan, mais meilleur probablement. Voilà, maintenant il me reste à vous remercier, messieurs. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous, bye bye.